Nous recevons ce soir Gilles Bloch. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président directeur général de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. La France, on le sait, est à la peine pour trouver son propre vaccin anti-Covid-19. En quelques mots, comment l'expliquer et est-ce pour bientôt ? Alors, bon, la France a pas fait partie du peloton de tête. Et c'est essentiellement lié à des choix industriels de certains groupes qui n'ont pas été les bons au bon moment. C'est une course effrénée. On a été dans une dynamique de jamais vu. Pouvoir sortir un vaccin contre une maladie nouvelle en un an, c'était du jamais vu. Donc, on a des équipes académiques qui apportent des pistes de candidats vaccins assez nombreuses. Le relais a été pris maintenant. Et je l'ai déjà dit il y a quelques mois, on va avoir un vaccin français à assez court terme. Après, ça ne sera pas le peloton de tête, donc ça sera un vaccin de seconde vaccination, un vaccin plutôt déployé vers les pays du Sud. Et je crois que c'est un jeu important aussi à l'international d'être présent. Mais qu'est-ce qu'il a manqué ? Le talent est sans doute là. On voit d'ailleurs des Français qui sont à la tête de laboratoires pharmaceutiques à l'étranger, aux États-Unis, avec Moderna. Je crois qu'il a manqué des bons choix industriels. Le développement d'un vaccin, c'est essentiellement le rôle des industriels, les chercheurs académiques. Donc de l'argent. Des choix stratégiques d'industriels, peut-être des petites erreurs dans le développement, et puis de l'argent. Il y a des États, on parle beaucoup des États-Unis, du Royaume-Uni, où il y a eu des investissements massifs en centaines de millions de dollars, voire en milliards de dollars, pour accompagner cette accélération extraordinaire. En France et plus globalement en Europe, ça a été plus difficile, mais je crois qu'on apprend en avançant. Mais en France, on a entendu parler de la fronde des chercheurs. Est-ce qu'il y a un problème entre la France, l'État et les chercheurs, notamment la recherche fondamentale ? C'est un peu le mal-aimé, le parent pauvre de la science en France ? J'ai pas l'impression. Je pense que la France a un niveau global de financement de sa recherche qui est tout à fait honorable. Il y a des secteurs où la compétition est accrue. Dans le secteur biomédical qui intéresse particulièrement l'INSERM, on a vu une accélération énorme ces 20-30 dernières années avec des grands pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, dont on a vu qu'ils faisaient assez bien dans cette période de crise. Voilà, donc je pense qu'il faut, et les signes précurseurs sont là, il faut qu'il y ait un rebond dans le domaine de la recherche fondamentale et aussi de cette recherche plus finalisée, tournée vers les besoins des patients que porte l'INSERM. Plus de 200 millions d'euros ont été mobilisés en France sur la recherche Covid-19, dont 50 millions pour vous, l'INSERM. L'ARN messager, on sait que ce sont des vaccins de nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il faut pour cela ? Est-ce qu'il faut des jeunes pousses, comme on dit, des start-up, vous avez parlé de biotechnologie. Est-ce que c'est par là que ça passe ? Alors, dans le développement d'un vaccin, il y a d'abord le plus souvent une histoire qui survient dans le monde académique. Si on regarde Moderna, si on regarde Pfizer, ils se sont appuyés sur des chercheurs académiques dans les pays où ça a été développé. Et ensuite, il y a souvent la création d'une start-up pour les premiers investissements de développement, les premiers essais cliniques. Et puis après, quand on passe à l'échelle de fabrication de centaines de millions, voire de milliards de doses, il faut les reins solides d'un grand groupe. Alors parfois, c'est une start-up qui grossit, comme Moderna. Et là, clairement, c'est les Pfizer, c'est les Sanofi, c'est les AstraZeneca qui rentrent en jeu. Donc il y a toute une chaîne de l'innovation en santé. La France possède un certain maillon de cette chaîne. Ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à les mettre peut-être en connexion plus efficace. Et c'est vrai que sur le vaccin, on n'était peut-être pas assez bien préparé. Et justement, l'INSERM, vous parlez de connexion, c'est 300 structures de recherche. Vous vous êtes fortement mobilisés pour mieux connaître ce SARS-CoV-2, pour dire son nom officiel, avec notamment d'ailleurs une étude sur ce qu'on appelle la maladie longue du Covid, le Covid long. Qu'en ressort-il ? Alors, c'est une belle étude qui a été menée en France avec une cohorte qu'on a lancée dès le printemps du premier pic épidémique. Ouais. Bon, ce qui en ressort, c'est que cette maladie qui était totalement inconnue au départ est une réalité avec des vrais symptômes, des symptômes de fatigue, des symptômes d'anxiété, de dépression, des symptômes de troubles respiratoires. On accompagne de mieux en mieux ces patients en identifiant cette maladie en tant que telle. On travaille aussi sur des solutions thérapeutiques qui ne sont pas encore présentes, mais déjà avoir la possibilité de poser un diagnostic, parce que très souvent, dans ces maladies nouvelles, inconnues,
on dit aux malades, non, vous avez un problème peut-être dans la tête. Là, on sait que c'est dans la tête, mais parfois, mais avec des vraies raisons physiopathologiques. 60% des patients hospitalisés présentent au moins un symptôme. Vous en avez cité. Après 6 mois, on a parlé notamment de l'anosmie, de la gueusie, la perte de goût et d'odorat. Ce qui est intéressant aussi dans l'actualité de l'INSERM, c'est que vous avez lancé Canal Détox, un outil scientifique d'information qui permet de mieux lutter contre les infox, de mieux nous informer. Alors, je prends une question. Faut-il se fier au discours portant sur une dégradation brutale de la santé mentale des enfants depuis le début de l'épidémie? On sait que les enfants, pour beaucoup, ont été confinés dans des petites surfaces, dans des petits appartements, coupés de leurs camarades de classe. Qu'en est-il? Il y a une réalité. Les jeunes ont clairement subi un stress de par un changement d'environnement, de par la perte de contact social avec l'école. Les étudiants d'ailleurs aussi, notamment. Les étudiants aussi. Donc on a des signes d'anxiété, on a une recrudescence de pathologies vraiment psychiatriques liées à ces changements, liées aussi pour les gens qui ont été atteints par la maladie Covid, à ce Covid long qui laisse une trace, comme d'autres maladies virales. Ce n'est pas une singularité du SARS-CoV-2. Il y a d'autres maladies virales qui touchent le système respiratoire et qui peuvent aussi laisser des signes tardifs dans d'autres organes. Donc c'est une réalité et on peut dire aujourd'hui qu'on a vraiment une deuxième vague dans les problèmes de santé mentale et qu'il faut absolument se saisir de ces sujets. De nombreux médias se sont saisis de la lutte contre les infox. Vous, à l'INSERM, en quoi vous êtes-vous senti concerné au premier chef pour vous en saisir? On était concerné bien avant la crise Covid. La chaîne qu'on a lancée qui s'appelle Canal Détox, où on met des petits formats courts assez ludiques et pédagogiques, étaient lancés avant la crise. Bon, la crise a montré à quel point les infox pouvaient circuler très très vite, et donc on a monté la garde, on a renforcé le nombre de films disponibles avec vraiment des questions très ciblées. Une des dernières, c'est sur la vaccination et les femmes enceintes. On essaie vraiment en temps réel avec une équipe très très mobilisée qui est associée. Et à ce sujet, justement, alors il y a des risques ou pas, on le sait? Non, pas aujourd'hui. Les données scientifiques montrent que les femmes enceintes peuvent vraiment se faire vacciner en toute sécurité. Alors, on l'a appris avant-hier, lundi, les discothèques en France vont rouvrir le 9 juillet. Alors, certaines et certains doivent se dire pourquoi vont-ils parler de discothèques? Eh bien, parce que vous avez lancé un projet, enfin en tout cas un projet scientifique, une étude pour savoir quoi au juste. Alors, on essaie vraiment d'accompagner la vie quotidienne de nos concitoyens. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que, dans le contexte actuel où le virus continue à circuler, est-ce qu'on expose dans une discothèque où on sait que les gestes barrières ne vont pas pouvoir être respectés de façon très stricte, en lieu clos, fermé, en lieu clos, est-ce qu'on expose ces personnes à un risque accru de circulation du virus? Sans jauge. Sans jauge. Ça sera condition normale dans une discothèque. Donc il y a 4000 personnes qui vont se prêter à ce protocole, 2000 qui serviront de témoins, 2000 qui iront dans 2 discothèques différentes. Et on contrôle avant et après par un test antigénique la présence du virus. Et comme ça, on saura si la présence est augmentée par cette expérience de festive dans des conditions où clairement les gestes barrières ne pourront pas être... Et c'est des gens qui seront vaccinés. Et ça devrait aider les destinataires. Alors justement, des gens qui seront vaccinés. Ça, c'est très important. Sauf qu'on le voit encore aujourd'hui avec ce variant indien baptisé Delta. On s'aperçoit que même si la plupart des vaccins peuvent protéger contre ce variant, ce n'est pas forcément une évidence. Quel est votre avis sur ce sujet? Ce n'est pas mon avis, c'est les données scientifiques qui montrent que les vaccins les plus diffusés en France, donc qui sont plutôt les vaccins ARN, protègent relativement bien contre le variant Delta. Bon, le variant Delta, aujourd'hui en France, il est arrivé, il se diffuse et on peut craindre qu'il devienne... 90% à la fin de l'été, dit l'agence sanitaire suédoise aujourd'hui, dans l'Union européenne. Voilà, il faut malheureusement anticiper un scénario qu'on a connu pour d'autres variants. C'est le darwinisme. Le virus, il s'adapte à sa circulation dans la population humaine. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins les mieux déployés en France, qui sont les vaccins Pfizer, Moderna, semblent bien protégés contre ce variant. On parlait tout à l'heure avec Fiona Magaluti de la mucoviscidose. Vous, à l'INSERM, il y a cette pandémie, mais pas seulement. Vous restez mobilisé notamment sur le front du paludisme, une
maladie qui est mortelle, beaucoup en Afrique d'ailleurs, la plupart en Afrique subsaharienne. Comment travaillez-vous? Quelles sont vos collaborations avec des pays d'Afrique, notamment francophones? Alors, on a énormément de collaborations de laboratoire à laboratoire. Ça se compte en centaines, avec de nombreux pays en Afrique et puis dans d'autres pays avec des économies moins développées. On a deux domaines particuliers où les relations sont très intenses. Le domaine des maladies infectieuses, parce que c'est vraiment les maladies qui touchent le plus les pays du Sud. Et en particulier, on a à l'intérieur de l'INSERM cette agence qui s'occupait d'abord de sida, puis d'hépatite, puis de pathologies associées, qui est l'ANRS, qu'on a transformé à l'occasion de la crise en ANRS, maladies infectieuses émergentes. Et donc cet ensemble de maladies, maintenant qui s'est élargi avec le SARS-CoV-2 et avec d'autres maladies infectieuses émergentes, fait l'objet de travaux conjoints avec de nombreux pays en Afrique. Et donc à l'occasion de la pandémie, on a encore renforcé notre intervention par des projets de recherche conjoints avec ces pays. Un vaccin un jour contre le paludisme, c'est possible? C'est très compliqué? Il y a des pistes intéressantes qui commencent à donner de l'espoir. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus facilement accessible que le vaccin contre le sida, sur lequel on travaille aussi sans désarmer, parce que ce sont des maladies qui continuent à tuer énormément. Le paludisme, c'est une maladie terrible, même si on l'a banalisé socialement. Voilà, ça fait partie de ces pistes de collaboration avec de nombreux pays en Afrique. Merci beaucoup Gilles Bloch, président, directeur général de l'INSERM, d'avoir répondu à nos questions. Votre site internet, bien entendu, si on veut en savoir plus sur vos activités et sur la recherche fondamentale notamment.